Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de l'art. C'est enfin parti pour la série de vidéos Histoire de l'art. Excusez-moi du retard, j'étais accaparé par d'autres projets. Mais là c'est parti, vous aurez une vidéo par semaine. On commence avec l'histoire de l'art de la Grèce antique, donc plus précisément du 5e siècle au 2e siècle. Et puis bien sûr les prochaines vidéos, ça sera un focus sur les différents arts. La prochaine sur la littérature de la Grèce antique, puis ensuite la peinture, l'architecture, vous aurez une vidéo sur la musique, une vidéo sur les arts décoratifs. Donc pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur la cloche pour être au courant que la vidéo est sortie. Mettez un pouce vers le haut si cette vidéo vous plaît et vous pouvez me suivre sur Twitter. Je vais mettre désormais beaucoup d'infos sur Twitter concernant les vidéos, mais concernant le monde de l'art en général, des petites analyses de tableaux. Ça va être extrêmement riche et on pourra discuter d'art. Donc je vous recommande de me suivre sur Twitter. Pour comprendre le but et la manière de faire cette série de vidéos, je vous renvoie à ma première vidéo Histoire de l'art 1. Je vous mets le lien en haut. Je vous expliquer dans cette vidéo l'objectif, notamment que c'est pour les débutants, donc il y aura un petit peu des raccourcis, un petit peu des simplifications, pas trop tout de même, mais on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails. Dans les vidéos qui suivront, une fois qu'on aura fini cette série, j'aurai l'occasion de rentrer dans des points plus précis, sinon rendez-vous dans les commentaires aussi, pour approfondir ça ensemble. Je vous rappelle aussi qu'il est très rare d'avoir une histoire de l'art de l'Antiquité, c'est aussi le but de cette série de vidéos, parce qu'en général, quand on parle d'art antique, c'est de l'archéologie ou c'est de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il nous reste très peu d'œuvres. Je n'ai pas de chiffres exacts, je ne sais pas s'ils existent d'ailleurs, mais je peux dire, sans prendre de risque, qu'on a moins de 1% des œuvres réalisées à cette époque. Donc évidemment, faire une histoire, avoir une vue générale, pouvoir voir l'évolution de chaque type d'art, c'est impossible quand on a si peu d'œuvres. Donc la grille de lecture, la méthodologie qui est utilisée à partir de la Renaissance, en histoire de l'art, ce n'est pas du tout possible de l'utiliser, et c'est pour ça qu'en général, les cours universitaires ou les ouvrages finissent en archéologie ou en livre d'histoire, hélas, parce que je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer d'en faire une histoire de l'art, parce que c'est pas le même objectif que faire de l'archéologie ou faire de l'histoire. Je vous rappelle également que cette histoire de l'art de l'Antiquité, cette connaissance donc de l'art de l'Antiquité, a énormément évolué au fil des siècles. Ce qu'on sait aujourd'hui est très différent de ce qu'on savait ou de ce qu'on pensait savoir à la Renaissance. Donc, il est important de connaître l'histoire de l'art de l'Antiquité, d'avoir des bases, parce que ça a influencé les 25 siècles suivants d'art. Donc, si vous ne maîtrisez pas un minimum l'art de l'Antiquité, vous allez passer à côté de beaucoup d'éléments, des œuvres, des siècles suivants. Mais il faudra toujours prendre en compte que les connaissances ont été progressives, et que donc il ne faudrait pas croire par exemple qu'une œuvre de la Renaissance a pu être inspirée par la Vénus de Milo, alors que la Vénus de Milo a été découverte plusieurs siècles plus tard. Donc ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo, et puis à chaque vidéo de chaque époque, bien sûr moi je vous ferai des parallèles, mais il faudra bien prendre ce côté vraiment évolutif de la connaissance de l'art antique. Aujourd'hui on est loin de tout connaître, mais on en connaît beaucoup plus qu'avant. Dites-vous bien que Pompéi et Herculanum ont été découverts au XVIIIe siècle, avec toutes les fouilles, même qui perdurent encore aujourd'hui, tellement c'est long vraiment à étudier et à traiter. Donc forcément, avant le XVIIIe siècle, il manquait déjà toutes ces informations, on n'avait pas eu accès à une ville antique entière. Donc c'est pour ça toujours prendre en compte ça. Et puis on le verra, il y a toujours ce grand duel entre archéologie et littérature. L'archéologie, par des objets qu'ils ont, c'est très fragmentaire, mais c'est du concret. Encore, bien sûr, faut-il être capable de les dater, ça c'est une autre question et c'est un autre problème. Et la littérature, qui des fois nous parle d'éléments qu'on n'a pas découverts, donc c'est très intéressant, mais on ne sait pas quelle valeur ça a, parce qu'en littérature, on a très peu aussi d'éléments sur l'art antique. C'est compliqué d'être sûr de ce que raconte un seul auteur. Normalement, il faut recouper les sources, et parfois c'est impossible. Donc, évidemment, on ne peut pas se fier totalement à la littérature, pas totalement à l'archéologie, des fois ça se contredit, c'est un peu ça qui est compliqué. Le contexte historique, pour vous situer, 5e siècle, 4e siècle, 3e siècle et un bout du 2e siècle, donc on va aller des guerres médiques jusqu'à la conquête de la Grèce par Rome. Donc on commence avec les deux guerres médiques, les Grecs contre les Perses, ça va être une période
très riche parce que, vous le savez, quand il y a une guerre, ça veut dire qu'il y a reconstruction, ça veut dire qu'il y a évolution des mentalités, et donc c'est souvent propice à une évolution de l'art. C'est ce qui va se passer, notamment avec Athènes qui va diriger le monde grec, et surtout Périclès qui va diriger Athènes et qui va avoir une forte influence sur l'évolution de l'art. On en reparlera dans les prochaines vidéos. Il va y avoir la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte, donc deux villes qui sont vraiment opposées sur leur conception de la vie, de l'art, etc. Donc ce sera aussi très intéressant à prendre en compte. Puis ensuite, il y aura la conquête de la Grèce par les Macédoniens. D'abord, Philippe II de Macédoine, ce qui marque la fin de l'indépendance des cités. Jusqu'ici, c'était un concept de cité-État, Athènes, Sparte et Thèbes, pour citer les trois plus importantes. Donc il y avait une concurrence, cette concurrence permettait justement de créer une émulation au niveau artistique. Chaque cité-État voulait avoir les plus belles œuvres, les plus beaux temples. Donc c'est très intéressant et ça a participé à la richesse de l'art grec antique, tout comme on a retrouvé ce principe à la Renaissance de cité-État et de concurrence qui a mené à une autre période parmi les plus riches de l'histoire. Puis bien sûr, il y a Alexandre le Grand qui prend le pouvoir et qui va faire sa conquête vers l'Orient, qui va avoir aussi des incidences sur l'évolution de l'art. Suite à ces conquêtes, bien sûr, mort d'Alexandre le Grand, puis guerre de succession donc pour le royaume d'Alexandre, avec la fondation de plusieurs grandes monarchies. Et tout ça se termine avec des guerres entre Rome et les royaumes macédoniens, et la victoire, bien sûr, comme souvent à l'époque, des Romains en 148. On s'arrêtera là pour cette série de vidéos sur l'art antique grec, parce qu'à partir de là, c'est plutôt l'art romain qui va nous intéresser. Pour la philosophie, vous avez à l'écran les principaux courants philosophiques. Bien sûr, tous ne vont pas nous intéresser parce que tous ces courants n'ont pas parlé d'art, ou du moins on n'a pas trouvé d'écrits qui pourraient montrer qu'ils se sont intéressés à l'art, qu'ils avaient des théories sur l'art, notamment les présocratiques, c'est-à-dire l'ensemble des philosophes grecs qui sont arrivés juste avant Socrate, et nos connaissances sont assez fragmentaires. Ensuite, il y a bien sûr les deux plus importants, Platon et Aristote. Alors je dis les deux plus importants parce que Socrate n'a laissé aucun écrit et n'est connu qu'à travers les écrits d'autres philosophes, notamment Platon. Mais donc vous avez Platon et Aristote qui sont à l'opposé dans leur philosophie, et notamment sur l'art. Platon qui rejette l'art. Si vous connaissez un peu les théories de Platon, c'est le monde des idées. Pour lui, le monde réel n'est qu'un pâle reflet de la réalité des choses. Donc forcément, l'art, qui est lui-même une copie du monde qu'on observe, ben, il est encore plus éloigné de la réalité des idées. Donc bien sûr, si vous ne connaissez pas toutes ces théories, je vous recommande, il y a des vidéos excellentes à ce sujet sur Internet, ou bien sûr des ouvrages, mais en tout cas Platon a énormément influencé l'art au fil des siècles, ses théories, même si c'est souvent assez indirect quand il parle d'art, mais même ses écrits qui sont de l'art, de la littérature, puisque on n'est pas dans le cadre d'essais très complexes avec des gros pavés, mais c'est du dialogue, c'est un parler assez courant. Donc là on est vraiment dans le naturalisme en littérature, et ça aussi, ça va avoir une influence importante dans l'art. Et puis Aristote, lui, qui a carrément écrit, en tout cas il nous reste des écrits où il théorise sur la tragédie, où il recommande de développer des émotions fortes dans l'art pour la catharsis, donc évacuer ses propres émotions qui peuvent nous bouffer, des émotions fortes comme la peur, la tristesse. L'art nous permet de les évacuer. Puis il y a les sophistes à ne pas prendre à la légère, souvent mal vus parce que les écrits de Platon et souvent les dialogues qu'il fait dire à Socrate sont très sévères envers les sophistes. Pourtant, il n'y a pas que du mauvais chez les sophistes, c'était des penseurs en fait qui mettaient l'individualisme au premier ordre. On sait à quel point ça va être important pour les artistes, et ça va être ça l'évolution de l'art. Au départ, les artistes ne sont que des ouvriers, et au fil des siècles, ils vont devenir des personnes importantes de la société, jusqu'à même être vus comme des personnes divines à certains moments. Et puis, la subjectivité en art, on le doit aussi aux sophistes, c'est très important parce qu'on est dans une époque où on est plutôt sur de l'objectivisme, on est plutôt sur le beau idéal, on estime qu'il existe des critères qui font qu'une œuvre est belle, donc il y a aussi cet apport. Donc il va vraiment avoir une influence des sophistes, notamment au IVe siècle, à ne pas prendre à la légère. J'aurai l'occasion certainement de vous en reparler. Quelques remarques très importantes sur l'art antique avant de débuter les vidéos sur chaque art. D'abord la blancheur.
Attention, vous le savez certainement, maintenant c'est assez connu, mais je pense que tout le monde ne le sait pas, non, durant l'Antiquité grecque, les temples et les sculptures n'étaient pas blanches. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles étaient peintes pour la plupart, et qu'avec le temps, les peintures ont disparu, il nous est resté des œuvres blanches, et ensuite il y a eu plein de théoriciens qui ont expliqué en quoi c'était du génie de faire des œuvres toutes blanches, les artistes ont copié en faisant eux-mêmes des œuvres toutes blanches, et on s'est habitué à ça, et la tristesse, c'est qu'aujourd'hui dans les films, quand on montre l'Antiquité, on met tout en blanc, parce que c'est ce que les gens attendent, ils seraient choqués, mais progressivement, on voit apparaître dans des jeux. Par exemple, là je vous montre une image d'un jeu récent qui est très fidèle pour un jeu, attention, il y a quand même des prises de liberté, mais qui a essayé d'être relativement fidèle à la réalité avec des temples en couleur peints, des sculptures peintes, mais au-delà de la blancheur du marbre, il faut se rappeler qu'il y avait beaucoup de sculptures en bronze. Il y avait des sculptures en bois recouvertes de pierres précieuses et de matériaux précieux, de métaux précieux. Donc finalement, quand on se baladait dans une grande ville grecque, on n'était pas entouré de blanc. Au contraire, c'était extrêmement coloré, et donc c'est un amalgame qui a eu pendant plusieurs siècles. Un autre point d'importance du bois, je vous l'ai dit, les sculptures en bois recouvertes, mais aussi les temples en bois. Il y avait beaucoup de temples qui n'étaient pas en marbre, ça coûtait très cher le marbre, tout le monde n'avait pas les moyens, toutes les villes n'avaient pas les moyens de faire des temples en marbre, et ça, hélas, ça a quasiment tout disparu. Pourtant, ça avait une importance capitale et il y avait des décors. Bien sûr, ce bois était décoré de diverses manières, peint, incrusté de métaux précieux. Donc on est très loin de la réalité quand on pense donc à une antiquité blanche. Les styles. Alors les styles, c'est très intéressant dans l'art. Évidemment, le point négatif des styles, romantiques, classiques, baroques, c'est que ça fait faire des raccourcis. Et donc on en arrive à faire des trop grandes généralités et souvent même à faire des erreurs, à vouloir tout classer dans des catégories. Il y a des œuvres qui sont difficiles à classer, et puis des fois c'était pas la réalité de l'époque, qu'il y avait un seul courant pendant 50 ans, c'était beaucoup plus nuancé. Mais c'est important quand on veut découvrir une époque, de passer par les styles, c'est la parfaite introduction possible. D'abord on voit les grandes façons de faire de l'art, puis progressivement on va dans le détail. Donc c'est toujours la meilleure manière. Donc ici, bien sûr, on parlera un petit peu des styles. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'œuvres dans l'Antiquité pour faire comme ça des catégories de styles pour tous les arts et pour toute la période. Ce n'est pas vraiment possible. Alors qu'est-ce qui s'est passé au départ quand on faisait des styles? Dans l'histoire de l'art antique. Au départ, les historiens de l'art ont dit, c'est facile, ou les artistes, ou les penseurs, ou les intellectuels, ont dit, tout ce qui est antique, c'est le style classique. Mais pourquoi? Parce que classique, ça veut dire modèle de référence. Et donc, comme effectivement c'était le modèle de référence dans l'art, eh bien c'était logique d'appeler toute cette période artistique classique. Et puis ensuite, on a commencé à voir que quand même il y avait des nuances entre les périodes. Donc on a découpé en trois. Classique, 5e et 4e siècle, jusqu'à Alexandre le Grand. Puis d'Alexandre le Grand à la conquête de la Grèce par Rome, on appelait ça la période hellénistique. Et puis ensuite, on passait dans l'art romain, jusqu'à la chute de Rome. Voilà comment c'était découpé pendant très longtemps. Puis ensuite, au fur et à mesure des découvertes, on a commencé à nuancer et à voir en fait que non, il y avait des sous-catégories à chacune de ces périodes. Mais après, c'est très difficile parce que pour pouvoir faire des styles, il faut avoir des œuvres, il faut pouvoir les dater, et c'est là où ça se complique. Dater des œuvres, c'est compliqué, parce qu'il faut pouvoir les dater dans l'idéal à la décennie près, aller au pire au siècle, et des fois, c'est pas évident, des fois les experts ne sont pas d'accord sur les datations, même à un siècle près, ils ne sont pas d'accord. Et des fois c'est l'inverse, on va classer les œuvres par style, et ça c'est une mauvaise habitude, parce que si on faisait par exemple la même chose pour le 19e siècle, on arriverait à une histoire de l'art très différente, si on regroupait les œuvres par style. Des fois il y a des artistes qui ont été en avance de 20 ans, et des fois il y avait des modes qui arrivaient 20 ans après. Par exemple les impressionnistes, c'est dans les années 1870, alors que la mode de l'impressionnisme, le moment où on voit de l'impressionnisme partout dans les expositions, c'est à la fin des années 1890, donc à peu près 20 ans plus tard. Donc ça voudrait dire que si je faisais comme les archéologues, ou la plupart des archéologues, je prends toutes les œuvres impressionnistes et je dis, ah bah alors, elles datent tout de 1890 jusqu'à 1900. Sauf que ce n'est pas la réalité. Donc c'est un petit peu les limites de l'archéologie. Après les archéologues font avec ce qu'ils ont. C'est toujours très difficile de bâtir tout ça quand on a
3 sources écrites et 10 œuvres. Alors là, vous voyez, pour la sculpture, je vous montre ce qu'on verra un petit peu dans la vidéo sur la sculpture grecque. Vous voyez, on a aujourd'hui des styles, et en fait, c'est quoi l'évolution générale? C'est qu'on part, avant de cette période-là, de la géométrie, c'était frontal, donc il n'y avait pas de travail de toutes les faces, c'était très symétrique, très cubique, très stylisé, et on va avancer progressivement vers un naturalisme, vers de plus en plus de fidélité par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'on peut observer de l'anatomie, par exemple, et même sur le mouvement des étoffes, qui ont beaucoup progressé. Et puis une fois qu'on va arriver à un naturalisme assez bon, on va partir vers l'exagération, vers le théâtral. Donc progressivement, le maniérisme, le romantique, voilà, de plus en plus, les expressions du visage au départ étaient neutres, au tout départ, puis on va commencer à avoir apparaître des petites expressions, puis après des expressions très marquées. Donc il va y avoir vraiment une évolution là-dessus, jusqu'à arriver au baroque pergamien, donc du royaume de Pergame en Asie mineure, où là, on sera vraiment dans du théâtral absolu. Attention, ce n'est pas du tout une critique, hein. Il y a des magnifiques chefs-d'œuvre dans toutes ces périodes, mais c'était pour vous expliquer un petit peu l'évolution. Et ensuite, suite à la conquête romaine, l'art grec est beaucoup moins innovant, et il y aura une mode du rétro, c'est-à-dire que les styles anciens vont revenir en mode néo, le néoclassique, le néo-maniérisme, etc. Ça, c'est très courant dans toute l'histoire de l'art, de innovation, puis ensuite, au bout d'un moment, éclectisme, mélange de différents styles, et puis après, retour des anciens styles un petit peu retravaillés. Là, pour la sculpture, on peut faire ça, pour la peinture et la musique, c'est pas possible, on a trop peu d'œuvres, donc bien sûr, je vous parlerai de nos connaissances sur la peinture et la musique. Généralement, pour la peinture, c'est surtout des sources littéraires qui nous parlent des peintres. Impossible de vérifier ces allégations, la plupart du temps, mais en tout cas, c'est toujours mieux que rien, ça peut donner une idée. Mais il y a aussi quelques peintures dont on ne sait peu de choses, hein, qui est l'auteur, quelle valeur elles avaient à leur époque, mais ça on en parlera en détail dans les vidéos dédiées à César. En architecture, c'est les ordres, on le verra, le dorique, le ionique, le corinthien. Les ordres, c'est une façon d'organiser une façade principalement, alors le bâtiment, mais principalement la façade. Ça joue autant dans la composition, il y a des éléments qui sont dans l'ordre dorique qui n'apparaissent pas dans l'ordre ionique, mais aussi dans les proportions. Les proportions sont différentes, ce qui fait que le dorique donne une impression plus lourde, mais plus de puissance, alors que le ionique est beaucoup plus aérien, beaucoup plus féminin, et le corinthien, c'est celui qui est le plus riche au niveau décoratif. Donc là, on n'est pas dans du style à proprement parler, on parlera plutôt d'ordre. En littérature, c'est pareil, il nous manque énormément. Au niveau des tragédies, on n'a quasiment plus rien, et même les grands tragédiens, Échille, Sophocle et Euripide, mais même ces trois auteurs, il nous manque énormément de pièces, donc compliqué de parler de style. Donc on verra qu'on parle souvent de la langue grecque, de linguistique, quand on parle de littérature grecque, et après c'est par genre. C'est-à-dire qu'il y a un âge d'or de la tragédie, qui va être ensuite un peu remplacé par la comédie, qui va devenir plus à la mode. On parlera de la poésie épique, de la poésie lyrique, du drame. Donc c'est plutôt en termes de genre qu'on va parler de littérature pour cette période. Les arts décoratifs, ça sera pas seulement, mais principalement la céramique. Donc c'est la grande époque de la céramique à figure rouge, des personnages rouges sur des fonds noirs. On verra qu'il existe des styles différents, notamment le style riche, qui, comme son nom l'indique, est celui qui est le plus chargé au niveau de sa composition. Ça aussi, on en parlera dans la vidéo sur les arts décoratifs. Maintenant, dans cette vidéo de généralité, il faut quand même parler du statut de l'artiste en Grèce, parce qu'il est différent d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'artiste, c'est un peu la cinquième roue du carrosse, hein, il faut être honnête. Quand, je sais pas, quelqu'un dit « oui, mon fils est un artiste », bon, il y a un petit peu un regard triste chez l'interlocuteur, ça n'a vraiment plus la cote aujourd'hui d'être un artiste. Même les grands artistes, bon, n'ont pas forcément le respect de la population. À une époque, ils étaient vus comme des génies, presque des êtres divins, 18e, 19e siècle, vous savez qu'il y a eu une progression là-dessus assez énorme. Mais à l'Antiquité, c'est différent. Déjà, il y avait beaucoup d'ouvriers d'art, qu'on appelait les technitai, qui étaient souvent des étrangers, qui étaient résidents en Grèce, mais qui n'avaient pas la citoyenneté, et qui étaient même parfois des esclaves. Donc c'était un statut très très particulier. Les Grecs les respectaient parce qu'ils ont toujours apprécié les prouesses individuelles. Donc ils aimaient voir les œuvres. Et globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que les Grecs jugeaient sur les œuvres. C'est-à-dire que ce n'était pas parce que vous étiez un artiste connu, célèbre, que toutes vos œuvres étaient vues comme des chefs-d'œuvre. Comme c'est le cas aujourd'hui,
quand on parle d'un Beethoven, quand on parle d'un Poussin, oulala, attention, il ne faut surtout pas dire qu'ils ont raté une œuvre, qu'il y a une œuvre qui est moche. En général, pour vous dire, quand on trouve une œuvre de Poussin qui est pas belle, un expert va vous dire non, non, mais elle n'est pas de Poussin en fait, c'est certainement une copie ou quelqu'un qui a voulu copier Poussin. Tellement on a du mal actuellement à accepter qu'un grand artiste puisse se rater. Et pourtant, c'est la réalité, même les plus grands artistes se sont ratés parfois et même plusieurs fois. Donc à l'époque, c'était beaucoup plus pragmatique, on jugeait sur pièce, donc il y avait bien sûr des artistes célèbres, comme Phidias, qui était connu, qui était respecté des dirigeants grecs, notamment de Périclès, mais on n'avait pas peur de critiquer Phidias, donc c'est une façon très différente de percevoir l'artiste, donc il n'y a pas la notion de génie artistique, par exemple dans les théories de Platon, on estime que le poète n'est que le vecteur de la volonté divine, donc c'est pas lui qui a du mérite, c'est que les dieux se servent de lui pour créer des œuvres magnifiques. Et donc, forcément, il n'y a pas de mérite propre à l'artiste. Donc, c'est très très différent d'aujourd'hui, ou même du XVIIIe et du XIXe siècle. De même, les Grecs n'accordaient aucune importance à la souffrance de l'artiste, à l'artiste rejeté. Ça, c'est très à la mode maintenant dans l'histoire de l'art. Presque pour être un grand artiste, il faut avoir été rejeté, il faut avoir souffert. Et celui qui a eu des grands succès toute sa carrière est très mal vu. Non, à l'époque, pas du tout, on s'en foutait, je vous l'ai dit, on jugeait sur pièce. Peu importe ce qui est arrivé à l'artiste, on regardait l'œuvre, est-ce que c'est une bonne œuvre, est-ce qu'elle répond à nos attentes, au canon de notre époque. Donc je trouve ça beaucoup plus simple, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point la situation était différente, l'art grec était presque exclusivement un art de commande. C'est-à-dire que les artistes ne créaient quasiment jamais d'eux-mêmes. S'ils créaient une œuvre, c'est qu'on leur avait commandé. Donc pour vous dire que c'est pas eux qui avaient, comme aujourd'hui, ou comme même au XIXe siècle, de plus en plus d'artistes créaient comme ça un tableau qui leur venait, et après, bon, ils le proposaient au public à l'achat. Donc non, même si aujourd'hui, bien sûr, les commandes existent toujours, hein, mais à l'époque, c'était l'inverse. C'était quasiment que des commandes, parce que on voyait les artistes comme des ouvriers. C'était pas péjoratif, mais c'était des ouvriers. C'était pas des génies, c'était pas des gens en haut de la société. Ils étaient là pour répondre à la demande d'un client, que ce soit un client particulier ou un client officiel. Il y avait aussi des concours. Ça existe un tout petit peu aujourd'hui pour les commandes publiques, mais à l'époque, il y avait beaucoup de concours organisés pour savoir qui était le meilleur peintre, le meilleur sculpteur, le meilleur architecte, le meilleur tragédien. C'était très régulier, il y en a qui étaient même annuels. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup seraient étonnés de ça parce qu'on est dans des théories un peu débiles de la subjectivité à tout prix, où on ne peut plus comparer personne, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, chacun ses goûts. Voilà, donc forcément à l'époque ils étaient loin de tous ces délires d'exagération. Les artistes n'avaient pas peur et même ils reconnaissaient leurs défaites. Ça je vous en parlerai dans la vidéo sur la peinture. L'art grec, c'est quoi? C'est aussi l'opposition entre le naturalisme et les proportions. Les proportions, on estime qu'il y a un canon à suivre, qu'il existe des moyens de faire une belle œuvre, en respectant les proportions du corps, du visage. Et il y a aussi le naturalisme qui se développe, qui est, il faut s'inspirer de la nature, il faut observer la nature pour y être le plus proche possible. Et donc ces deux vont se confronter, mais des fois aussi s'associer, et c'est en ça qu'on est arrivé à ces chefs-d'œuvre. On reparlera de ces deux idées qui peuvent paraître contradictoires, mais pourtant qui peuvent être associées, et c'est ce qu'ont fait les Grecs. Pour terminer cette vidéo, on va passer en revue rapidement les quelques siècles qu'on va voir, les périodes. D'abord, le 5e siècle, donc le 5e siècle, c'est le début du développement vers le naturalisme, qu'on était au 6e siècle au géométrisme, mais aussi le développement progressif de l'individualisme et de l'émotion dans l'art. En tragédie, ça va être la psychologie qui va prendre progressivement le pas sur l'intrigue. Donc une évolution quand même assez importante, mais aussi dans le texte, on va voir que ça va se rapprocher de plus en plus de la conversation de tous les jours, donc du naturalisme là aussi, comme on l'avait d'ailleurs chez Platon, et d'ailleurs certainement que Platon a été influencé ou a participé à l'influence sur les autres auteurs. Dans les arts visuels, à la fin du 5e siècle, on va voir le début de l'ère du portrait, mais aussi on va voir aussi un travail sur la perspective, dans les œuvres peintes notamment, on sait, d'après les sources, qu'il va y avoir de plus en plus de perspectives, et bien sûr, je le précise, c'est pas la perspective géométrique avec le point de fuite, là je vous mets le lien
en haut pour voir ma vidéo sur les différents types de perspectives, c'était une perspective empirique, un petit peu bidouillée, un petit peu au feeling, mais ça va se développer une volonté de créer de la profondeur, d'utiliser des raccourcis. Au IVe siècle, le gros bouleversement, c'est le libéralisme économique. De nouvelles couches sociales vont se développer, émergent, notamment la bourgeoisie, et forcément, quand le type de client évolue, ben, ça fait changer l'art, surtout qu'on est dans un art de commande. Donc forcément, on va voir que ça aura beaucoup d'impact sur l'art et sur les genres les plus appréciés. On aura bien sûr le portrait qui va se développer, hein, on est dans l'individualisme. On va avoir les biographies, par exemple, en littérature, mais il va y avoir aussi des nouveaux matériaux qui vont être travaillés, donc ça va offrir de nouvelles possibilités, mais aussi des sujets neufs, des nouveaux sujets, notamment par l'abolition de certains tabous, principalement le nu féminin. Ça ne se faisait pas du tout avant, et à partir du moment où ça va être accepté, on va voir apparaître de plus en plus de nus féminins en sculpture. Les théories d'Aristote sur la tragédie vont développer l'expressivité des œuvres, de plus en plus d'émotions dans les œuvres, et ça va après bien sûr passer dans les autres arts, et on va voir dans la sculpture de plus en plus d'expressivité, sculpture qui va prendre son indépendance par rapport à l'architecture, qui n'est plus seulement vue comme un élément de décor de l'architecture, mais qui devient un art propre. Et cet art aussi, ce grand art qui était réservé généralement à tout ce qui était cultuel, au temple notamment, ou bien sûr à tout ce qui était monument funéraire, va aller vers la vie plus courante, vers les palais, vers les maisons. Et on trouvera d'ailleurs énormément en archéologie, on va trouver des sculptures dans des maisons, dans des jardins de maisons ou dans des palais. On note aussi durant le IVe siècle une diminution de la taille des œuvres, un caractère beaucoup plus intime, mais c'est normal avec le développement de la bourgeoisie. Mais en Orient, en revanche, on va avoir toujours un essor de la sculpture monumentale. Et puis dans la période qu'on appelle hellénistique, donc de Alexandre le Grand jusqu'à la conquête romaine en 148, on va voir encore des thèmes qui vont se développer, comme la nature morte et le paysage, c'est-à-dire que l'homme n'est plus le seul sujet d'art, c'est aussi un changement très important. La comédie bourgeoise qui se développe, avec un goût maintenant pour la psychologie, alors qu'avant tout était vraiment centré, je vous l'ai dit, sur l'intrigue. Et puis, bien sûr, avec les conquêtes en Asie vers l'Est, donc de Alexandre le Grand, il va y avoir des échanges comme ça culturels qui vont avoir des influences nettes sur l'art grec. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur l'art grec, enfin cette vidéo générale, on n'est qu'au début de l'étude de l'art grec. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, maintenant je vous dis, ça va être très régulier les vidéos Histoire de l'art, avec la littérature durant la Grèce antique, hein, du 5e au 2e siècle, et puis on poursuivra avec les autres arts. Maintenant rendez-vous dans les commentaires pour discuter de tout ça et pour approfondir certains points si vous le souhaitez. Bye.